bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Philippe Toledano, directeur des ventes chez BlackRock. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Alors Philippe, vous êtes un peu notre expert pour expliquer clairement les sujets compliqués, ça tombe bien. Il y en a un là dont on va parler, c'est la Chine comme thématique d'investissement. On va le jouer en deux volets. Et dans ce premier volet, on va déjà poser les bases, comprendre au-delà de l'actualité. Bien sûr, on va forcément parler des restrictions sanitaires, mais plutôt de comprendre aujourd'hui quelle est la situation de la Chine, force, faiblesse, la position de son économie, de ses marchés financiers, et puis surtout quelle place in fine, elle doit occuper au sein de la stratégie d'un investisseur particulier. On commence tout simplement aujourd'hui, la Chine, force, faiblesse. Écoute, Laurent, en fait, on est sur une situation, je dirais, de chamboulement complet. Ça fait 10 ans que la Chine croît à tous les niveaux, macroéconomiques, échanges internationaux, finances. On a une expansion chinoise qui s'est installée et avec laquelle on est maintenant presque habitué. C'est ça. Et arrive la crise Covid et effectivement c'est un chamboulement parce que ça perturbe ce plan de progression de la Chine. Cette musique bien réglée. Et évidemment qu'on avait tous l'espoir d'un redémarrage pour toutes les grandes zones géographiques, mais on voit bien que cette année a été une année difficile pour ce redémarrage post-Covid pour la Chine. Bon, alors il y a forcément le Covid, il y a aussi, je dirais peut-être plus stratégiquement, ces frictions, cette opposition stratégique avec les États-Unis aussi. Oui, alors je dirais qu'on est dans un énorme mouvement global où les échanges internationaux sont remis en question à la lumière d'une réindustrialisation au niveau local, au niveau de chaque grande région. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour l'Europe aussi. Donc on voit bien que ça et là, la question des échanges internationaux et la Chine comme grand atelier du monde est remise un peu en cause. Alors est-ce qu'il faut y voir une grande faiblesse pour la Chine à l'avenir ? Pas évident parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a été un peu anticipé par les autorités chinoises et ils ont déployé une nouvelle philosophie économique qu'on appelle double circulation. Il va falloir expliquer. Double circulation, avec toute la subtilité des Chinois pour décrire ça, on est dans un phénomène macroéconomique où on va vouloir conjuguer à la fois un peu plus d'indépendance vis-à-vis de l'extérieur pour les Chinois, donc moins de dépendance par rapport à la demande des Américains, à la demande des Européens. Donc un peu moins d'exportation, in fine. Un peu moins d'exportation. Mais à la faveur d'un marché domestique, c'est marché domestique qui reprend des couleurs, qui va favoriser le bien-être social, local, qui va finir d'achever des plans de développement au niveau local qu'on n'a pas eu encore, parce que c'est pas uniforme, c'est un continent quasiment. Autant on a des régions très très bien développées dans le sud, autant dans d'autres coins de la Chine, c'est plus compliqué. Donc voilà, il y a un énorme travail, les infrastructures, les conditions sociales. Et puis, dernier volet de défi pour la Chine, il y a quand même un phénomène de démographie qu'ils doivent appréhender, puisqu'on était dans une phase aussi d'expansion démographique, et puis maintenant, les faits se tassent. On a la Chine sur le plan économique, on vient de voir ce processus, on pourrait dire, de normalisation quelque part. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue financier ? Qu'est-ce que c'est la Chine comme place financière au niveau international ? Alors, le financier est un peu le miroir de ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire que, de manière très chinoise, si j'ose dire, ça a été très bien administré. On a eu une forme d'organisation, de planification financière avec une structuration des marchés de manière très, très codifiée pour permettre aux investisseurs étrangers de toutes sortes de venir abonder, de venir abonder, en tout cas de venir contribuer à l'essor chinois. Donc tout ça a été sciemment mis en route. Ce qu'il faut rappeler, c'est peut-être la volumétrie. On est sur une région qui donc est la deuxième au niveau macroéconomique. Eh bien, au niveau financier, c'est un peu la même chose qui se dégage. Si on prend les grandes places, Shanghai, Shenzhen, et puis si on additionne un petit peu de ce qu'il y a à Hong Kong, on a un volume de transactions qui est à peu près deuxième, voire premier au monde. C'est considérable. Donc deuxième plus grand marché. Et vous l'avez dit, il y a des tiroirs assez bien faits, un petit peu pour bien compartimenter tout ça. On va quand même parler justement du
onshore, offshore. Alors là, on ne parle pas d'industrie pétrolière, mais bien de la répartition des marchés. Comment ça fonctionne, ça? Alors, je disais, c'est organisé de manière très très propre, puisque en fait, on a une grande distinction qu'on mentionne là avec onshore, offshore. L'idée, c'est de dire ce qui est propre au mainland, au territoire chinois initial, tout ce développement économique à l'intérieur de la grande Chine, et puis ce qui est en dehors. Alors, donc ça, c'est le onshore, le premier dont vous parliez, c'est ça? Onshore. Voilà. Offshore, en dehors des frontières, offshore, on est sur Hong Kong principalement, plus quelques possibilités d'investir des sociétés chinoises qui sont complètement cotées à l'extérieur du pays. Ça peut être parfois même dans des bourses américaines. D'accord. Alors on a onshore, offshore, et comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça, on a en plus différents types d'actions sur la bourse chinoise. Exactement. Alors, je le disais, les Chinois sont très organisés. Ils ont d'abord eu le développement dans les années 90 d'une première grande place financière à Shanghai. Puis ensuite, vous avez Shenzhen, rapidement. Et puis, ces deux modules-là, si j'ose dire, se sont additionnés à ce qui a préexisté parfois à Hong Kong. Donc, si on reprend la nomenclature qui existe sur les différentes catégories d'actions chinoises, vous avez ce qu'on appelle China A, les premières, mainland, onshore, côté à Shanghai, c'est la catégorie qu'il faut garder en tête parce que c'est celle qui grossit le plus. D'accord. Elle a fortement cru, elle arrive pas loin de la moitié à peu près de toute la totalité des actions chinoises. La deuxième catégorie sont des catégories qu'on dit China B. Alors China B, c'est intéressant parce que c'est l'idée de dire on peut arriver à investir ces valeurs-là, mais pas forcément en yuan, pas forcément dans la devise chinoise. D'accord. On sait qu'il y a un sujet autour de la devise chinoise, qui est une devise administrée là aussi, n'est pas complètement libre en termes de cotation contre les autres devises du monde. Et donc, il y a parfois des réticences d'investisseurs à aller sur le yuan. Eh bien, il existe la possibilité d'aller chercher des China B, donc. Qui sont cotés en quoi, du coup ? Alors, en dollars hongkongais. En dollars hongkongais. Éventuellement dollars pour certaines. D'accord. Donc, voilà pour ce qui est, je dirais, des grandes catégories. Ensuite, on arrive sur le offshore. D'accord. Alors, offshore. Il va falloir suivre, on s'accroche. Offshore, c'est les China H. D'accord. H pour Hong Kong. Donc, historiquement, Hong Kong, voilà, c'était cette entité un peu à part, d'abord sous domination britannique, etc. Et puis, donc, avec le destin qu'on connaît, réintègre progressivement l'architecture financière chinoise. Alors, quand je dis progressivement, c'est que c'est China H. Elle se duplique encore en sous-catégories. On peut les rappeler rapidement parce que sinon on va perdre tout. Non, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'on retrouve les entreprises chinoises du mainland, de la grande Chine, qui viennent se lister aussi sur Hong Kong pour capter un maximum de capital. Et donc, c'est ça qu'on va retrouver en complément des China H, des valeurs hongkongaises pures. Peut-être, pour simplement dire complètement les choses, ce qui va être intéressant, c'est de venir faire son marché selon le type de secteur dont on a besoin. Je pense notamment aux valeurs technologiques. Les valeurs technologiques, en miroir du Nasdaq, les Chinois sont très, je dirais, intéressés à reproduire le modèle américain. Et, avec un certain succès d'ailleurs. Avec un certain succès. Donc on a tout à fait cette intention-là derrière cette nomenclature. Alors on a vu le développement économique. Comment ça s'est développé au niveau financier justement ? Alors, je dirais, c'est intéressant de mettre en relation ce développement avec ce qui s'est passé au niveau des grands indices boursiers. Si on prend un indice émergent, la place de la Chine arrive maintenant presque à la moitié de l'exposition des actions émergentes. C'est considérable. C'est assez logique avec ce qu'on vient de dire auparavant. C'est en miroir. Et je dirais que ce qu'il faut retenir, et je me répète, mais c'est important, les China A que je mentionnais tout à l'heure représentent maintenant une part importante, les 2/3, à peu près les 2/3 de ces 50% d'actions émergentes chinoises. Si on met en perspective avec les autres catégories d'actions chinoises, les autres sont plutôt en recul, les fameuses offshore,
hein, les hongkongaises, eh bien, elles se réduisent progressivement. On voit bien l'intention politique qu'il y a derrière là de uniformiser, de ramener, je dirais, de normaliser vers les grandes places boursières, Shanghai, Shenzhen. Maintenant qu'on a bien expliqué ça, quelle est finalement la position de BlackRock sur les différentes classes d'actifs chinoises? Peut-être si on commence par les actions. Alors, dans le contexte qu'on vient de décrire, on est plutôt à la neutralité. Ouais. On n'a pas encore les voyants qu'on aurait voulu avoir au vert, comme je l'évoquais dans ce redémarrage post-Covid ou encore de Covid résiduel, on va dire, c'est pas encore complètement réglé, dire ça hein. comme ça. Ouais. Donc voilà, on est une forme de neutralité. Ça vaut d'ailleurs aussi pour les obligations chinoises qui ont certainement beaucoup d'avantages, on pourra le rappeler en fin d'intervention, sur la composition du portefeuille. D'accord. Et justement, oui, j'ai envie de savoir aussi ce qui se passe sur les obligations. Alors, sur les obligations, on peut simplement découper l'univers par niveau de risque. D'accord. Hein, il y a bien sûr les obligations d'État pures. On est là sur des obligations émises par le gouvernement chinois en direct. Ensuite, deuxième niveau, on a ce qu'on appellerait en Europe ou aux États-Unis des agences d'État. Alors, elles sont soit dévolues à des activités bancaires, mais reliées au développement local pour une région ou une autre. Il faut rappeler qu'on est sur un continent, donc il y a des interventions, des délégations d'intervention à différents niveaux. Donc, ces agences, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, le crédit, un crédit privé, tout simplement. Là, univers beaucoup plus risqué, il faut le rappeler. On se souvient de ce qui s'est passé au niveau immobilier en Chine, un peu plus tôt, il y a quelques mois, fin d'année dernière et cette année encore. Hein. Donc, univers plus compliqué avec plus de volatilité que les deux catégories précédentes. Voilà, donc on vient de voir, Philippe, avec vous. On a expliqué un petit peu plus sur ce contexte chinois. On a vu que c'était pas simple, mais c'est tout de suite beaucoup plus clair maintenant que vous nous l'avez expliqué. Et je le disais, c'est le premier volet. On prend rendez-vous, on se retrouve dans une suite pour expliquer comment on peut investir quand on est investisseur individuel. Merci, Philippe. Merci beaucoup, à bientôt. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.